Salut à tous et bienvenue sur le French Podcast. Je m'appelle Charline et aujourd'hui, avec Emmanuel, on va plonger dans un thème super utile. Comment décrire son apparence en français, mais version quotidienne, sans stress. Merci Charline, j'adore ce sujet parce qu'on se retrouve tous un jour à devoir parler de nous, surtout quand on apprend le français. Savoir se présenter, ça aide à briser la glace et à se sentir plus à l'aise, que ce soit au boulot ou dans la vie de tous les jours. Absolument, et tu sais, décrire son apparence, c'est souvent la première étape pour se connecter avec quelqu'un. On va voir ensemble des phrases simples qui marchent bien, peu importe votre niveau. On vise le bon 2 aujourd'hui. Alors, pas de panique si vous débutez. Et tu vas voir, ce qui est génial, c'est qu'avec juste quelques mots bien choisis, on peut déjà donner une image précise de soi. On va s'appuyer sur des exemples concrets, histoire de rendre ça vivant et pas juste théorique. D'ailleurs, Charline, comment tu te décrirais en quelques mots ? Oh, bonne question. Je dirais, je suis de taille moyenne, j'ai les cheveux bruns et les yeux verts. C'est un classique, mais ça fait le job. Tu vois, rien de compliqué, mais ça situe déjà pas mal. Ce qui me plaît, c'est la simplicité. Beaucoup de gens se perdent dans des détails ou cherchent des mots compliqués, mais il suffit parfois de 3 ou 4 adjectifs. Par exemple, grand, petit, mince ou même souriant, un trait de caractère peut aussi faire partie de la description. Exactement, on peut aussi ajouter des infos sur sa tenue, genre je porte souvent des lunettes ou aujourd'hui j'ai un pull bleu. Ça rend la conversation plus naturelle et ça aide à briser la routine des présentations classiques. Tiens, ça me fait penser à une situation où on doit se décrire à l'oral, comme lors d'un entretien d'embauche ou au début d'un cours de français. Tu as déjà eu à le faire devant un groupe. Moi, je me rappelle d'un moment assez stressant. Oui, je me souviens, c'était lors de mon premier stage. Je devais me présenter devant toute l'équipe, en français bien sûr. J'avais préparé 3 phrases, mais au moment de parler, j'en ai oublié une. Heureusement, l'essentiel, c'est juste d'oser se lancer, même si on fait des petites erreurs. C'est tellement vrai. Ce que j'ai remarqué, c'est que les Français apprécient quand quelqu'un fait l'effort, même si la grammaire n'est pas parfaite. Et franchement, parfois, une petite touche d'humour sauve la situation. Je suis grand, enfin, pour ma famille, ça détend tout le monde. On peut aussi s'entraîner devant le miroir ou enregistrer sa voix. Ça aide à gagner en confiance et à repérer les mots qui coincent. Et petit conseil, préparez 2 ou 3 phrases types à réutiliser comme une carte de visite linguistique. D'ailleurs, si vous voulez progresser, n'hésitez pas à demander un retour à un ami ou à un collègue. Ça aide à corriger les petites erreurs et à enrichir son vocabulaire. Je me rappelle d'un apprenant qui avait inventé l'adjectif cheveux bleus foncé clair. On a beaucoup ri. C'est génial. Et tu sais, parfois on hésite sur le vocabulaire. Par exemple, pour parler de la couleur des cheveux ou des yeux, on peut dire j'ai les cheveux châtains ou mes yeux sont noisettes. Ce sont des expressions qu'on entend souvent en France. Oui, et pour la taille, c'est simple. Je mesure 1,75 m ou je suis de petite taille. Ce genre de phrase fonctionne aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. On peut aussi ajouter un détail original comme j'ai une cicatrice sur le menton. Ça rend la présentation plus authentique. Ce que j'aime bien aussi, c'est jouer avec les adjectifs pour exprimer sa personnalité. Je suis dynamique, plutôt réservé ou même toujours souriant. On sort un peu de la description physique pour donner une idée du caractère. Et tu sais, ces petites touches personnelles, ça aide à créer du lien. On a moins l'impression de réciter une fiche de vocabulaire et plus celle de partager un bout de soi. Ça rend la langue vivante, tu ne trouves pas ? Totalement d'accord. D'ailleurs, pour ceux qui commencent le français, il ne faut pas avoir peur de l'accent ou des petites fautes. Ce qui compte, c'est la communication. Même si votre phrase n'est pas parfaite, si l'idée passe, c'est gagné. C'est rassurant d'entendre ça. Quand j'apprenais l'anglais, j'avais tendance à vouloir tout dire parfaitement, mais ça me bloquait. S'exprimer avec naturel, c'est ça le vrai objectif. Et puis, le français du quotidien, c'est pas toujours académique. Exactement, il y a plein d'expressions qu'on n'a pas apprises à l'école, mais qui sont super courantes, comme j'ai la pêche ou je suis crevé aujourd'hui. Ça colore la présentation et ça montre qu'on vit la langue. Et puis, rien de tel que la pratique pour progresser. Même si au début on hésite ou on cherche ces mots, à force de répéter, ça devient automatique. D'ailleurs, vous pouvez vous amuser à décrire une célébrité ou un ami pour vous entraîner. Tiens, Emmanuel, si on faisait un mini quiz pour nos auditeurs, par exemple, je décris quelqu'un et vous essayez de deviner de qui il s'agit. Prêt? Cette personne est grande, elle a les cheveux gris et porte souvent des lunettes rondes. J'adore cette idée. Alors, je tente ma chance. Ce serait Harry Potter version adulte. Bon, plus sérieusement, c'est un bon exercice pour pratiquer le vocabulaire sans pression. On peut décliner avec la couleur des yeux, la tenue, même l'attitude.
Exactement. L'important, c'est de s'amuser tout en répétant les bases. Si vous avez envie, envoyez-nous vos propres descriptions sur nos réseaux sociaux. On se fera un plaisir de deviner. Et puis, ça crée une petite communauté autour du podcast. Moi, je suis toujours curieux de savoir comment chacun se décrit selon sa personnalité et sa culture. C'est fou comme quelques mots peuvent tout changer dans la façon dont on se perçoit. Avant de conclure, on voulait partager quelques ressources utiles. Sur notre site, vous trouverez des fiches de vocabulaire, des exemples audio et même des mini-dialogues à télécharger gratuitement pour vous entraîner à la maison. Ce qui est top, c'est que tout le contenu est adapté au niveau Bun 2, donc accessible, mais quand même challengeant. Et n'oubliez pas les séries ou les podcasts natifs. Écouter des conversations réelles, ça booste l'oreille et ça inspire pour parler plus naturellement. Perso, je recommande aussi les applications d'échange linguistique. Parler avec des natifs, même 5 minutes par jour, ça change tout. Et si jamais vous bloquez, pas de souci, nos anciens épisodes restent dispo pour réviser à votre rythme. On reçoit souvent des questions sur la motivation. Ma petite astuce, fixez-vous un mini-objectif par semaine, comme apprendre 5 nouveaux adjectifs ou décrire un objet de votre quotidien en français. Petit à petit, on progresse sans s'en rendre compte. Et voilà, c'est la fin de notre épisode sur la description de l'apparence en français. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci Emmanuel pour tes anecdotes et tes astuces. On espère que vous vous sentez prêt à vous lancer. Merci à toi aussi Charline, c'est toujours un plaisir d'échanger ici. N'hésitez pas à partager vos retours et vos descriptions sur les réseaux. Ça nous fera super plaisir de vous lire. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode du French Podcast. Portez-vous bien, amusez-vous avec le français au quotidien et surtout, osez parler, même si c'est imparfait. À bientôt tout le monde. À très vite. Et n'oubliez pas, chaque mot compte pour progresser. Salut à tous. Ne partez pas encore. Regardez maintenant la deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout de suite dans la suite de l'épisode. Bienvenue pour cette exploration des mots et des nuances. Aujourd'hui, on s'attaque à un défi familier pour ceux qui apprennent le français. Comment décrire quelqu'un? Le décrire de manière juste et vivante aussi. Oui, c'est ça. La langue française, elle offre une palette incroyable pour ça. Mais bon, choisir les bonnes couleurs, les bons traits, ça demande un peu de technique. C'est exactement ça. Et justement, on a devant nous tout un ensemble de ressources, des articles, des listes de mots, des points de grammaire et même des recommandations de podcasts. Tout ça aborde la question. D'accord. Notre objectif, c'est d'en extraire la substance, de dénicher un peu les astuces, les points clés pour aider à passer d'une description un peu basique à quelque chose de plus riche, de plus précis, que ce soit pour l'apparence ou le caractère. L'idée, c'est donc de fournir une sorte de raccourci éclairé à travers tous ces matériaux. On va chercher ensemble le vocabulaire important, démêler certains nœuds grammaticaux. Je pense à l'accord des adjectifs ou l'utilisation de « c'est » face à « il est » par exemple. Oui, des points classiques. Et puis regarder comment des outils comme les podcasts peuvent concrètement aider à s'améliorer. Tout à fait. Alors, pour structurer un peu notre discussion, on pourrait commencer par le physique, l'apparence extérieure. Ensuite, on plongera dans la personnalité, le caractère. Après ça, on fera un petit arrêt sur image sur un point de grammaire, particulièrement important, qui revient dans nos sources. D'accord. Et on terminera sur les stratégies d'apprentissage, actif et passif, notamment via l'écoute. Très bien. Ça me semble parfait. Alors, commençons par l'extérieur, l'apparence physique. La question de base, on la trouve dans plusieurs guides, c'est simple. À quoi ressemble-t-il ou à quoi ressemble-t-elle? Quels sont les outils vraiment fondamentaux pour y répondre? Alors, les fondations, elles reposent sur 2 verbes incontournables. Être et avoir. C'est vraiment la base. Oui. Je suis grand, elle est mince. Là, c'est le verbe être. Il décrit une caractéristique générale. D'accord. Et puis, j'ai des cheveux bouclés, il a des yeux bleus. Là, c'est avoir. Ça indique la possession d'un attribut, quoi. C'est la base. C'est la base, mais nos sources montrent vite qu'on peut et qu'on doit aller beaucoup plus loin pour être précis. Ok, allons-y alors, en commençant par l'aspect général. L'âge, par exemple. Bon, on a les classiques jeune, âgé. Oui. Les sources insistent bien. Vieux ou vieille, même si ça existe, ça peut être perçu négativement. Âgé, c'est plus neutre, plus respectueux. Tout à fait. Et il y a d'autres manières plus imagées ou plus souples pour parler de l'âge qu'on a relevées dans nos notes. Des expressions comme avoir la vingtaine, la trentaine ou approcher la quarantaine.
Ah oui, c'est pratique ça. Ou encore l'expression ne pas faire son âge. Ça, c'est souvent un compliment d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Pour la taille, bon, on a grand, petit, de taille moyenne. Assez simple. Classique. Mais pour être plus précis, on utilise mesurer ou, de façon plus informelle, faire. Il mesure 1,75 m ou il fait 1,75 m. Exactement. Et concernant la corpulence, c'est là que les nuances deviennent vraiment intéressantes. Et où le choix des mots compte énormément. Mince, c'est assez neutre. Maigre, par contre, ça peut suggérer une minceur extrême, peut-être même une mauvaise santé. Oui, c'est plus négatif. Voilà. À l'opposé, grosse, c'est très direct, ça peut être blessant. Les sources recommandent souvent d'adoucir un peu, avec un peu ronde ou potelée pour un enfant, ou alors utiliser corpulente dans un registre un peu plus soutenu. D'accord. On trouve aussi costaud pour quelqu'un de robuste, de fort. C'est intéressant de voir comment un seul mot peut changer toute la perception. Et pour le poids, comme pour la taille, on a pesé ou le plus familier faire. Elle pèse 60 kg ou elle fait 60 kg. C'est ça. Et pour l'allure générale, la beauté, les adjectifs comme beau, belle, jolie, mignon sont courants, tout comme leur contraire moche ou laide. Bien sûr. Mais ce qui ressort de nos lectures, c'est l'importance de la subjectivité. C'est très personnel, la beauté. Ah oui. D'où l'utilité d'introduire son opinion avec « je trouve que », par exemple « je trouve qu'il est très élégant ». On note aussi les expressions plus imagées, « joli comme un cœur » ou « être bien bâti pour une personne athlétique ». D'accord. Passons peut-être au visage. On peut décrire la forme, rond, ovale, carré, allongé. Oui, et le teint aussi. Pâle, clair, mat, basané. Ça, c'est pour une peau naturellement un peu foncée, bronzée, hâlée. Ça, c'est après le soleil. Et puis, il ne faut pas oublier les petits détails qui donnent du caractère. Des taches de rousseur, une barbe, une moustache, des fossettes, des rides, un grain de beauté. Plein de choses. Oui, et une source nous met en garde. Attention aux faux amis, face. En français courant, on dit visage. Ah, important ça. Oui, et on peut aussi mentionner si la personne porte des lunettes ou des lentilles de contact. Bien noté pour le faux ami Bray. Alors, pour les yeux, après, la couleur de base, noir, marron, apparemment plus courant que brun pour les yeux. Oui, c'est vrai. Vert, bleu. Les sources, elles encouragent à utiliser des nuances, non? Tout à fait. Ajouter clair ou foncé après la couleur, bleu clair, vert foncé, c'est essentiel pour la précision. Mais pour enrichir encore, on trouve des comparaisons. Des yeux noisettes, couleur jade, vert émeraude, bleu ciel, bleu océan. Joli. Oui, ça rend l'image plus vivante. Structurellement, on peut dire « elle a les yeux noisettes » ou « ses yeux sont bleu ciel ». Et on peut aussi préciser la forme ou l'expression. Yeux en amande, grands yeux, petits yeux, yeux vifs, yeux rieurs, ou même yeux cernés si la personne a l'air fatiguée. Très complet. Et pour les cheveux, un rappel utile d'une de nos sources, cheveux, c'est toujours au pluriel. En français, on parle donc des cheveux. Exactement. Un détail, mais important. Pour les couleurs, noir, brun, blond, roux, châtain. Châtain, c'est souvent entre blond et brun. C'est ça. Gris, blanc. Une précision intéressante, blond couvre la gamme du jaune et roux celle de l'orange ou du rouge. D'accord. Et là encore, les nuances sont importantes. Châtain clair, brun foncé ou des termes plus spécifiques comme blond vénitien, c'est un blond avec des reflets roux. Ah oui. Blond platine, noir corbeau, poivre et sel ou grisonnant quand les cheveux commencent à devenir gris. Et la longueur? Ça, c'est simple. Long, mi-long, court. La forme aussi? Raide, lisse, souple, ondulé, bouclé, frisé, crépus. Oui. Et pour l'absence de cheveux, l'adjectif c'est chauve. Être chauve. Les structures de phrases sont similaires à celles pour les yeux. Il a les cheveux courts et frisés. Ou ses cheveux sont blonds vénitiens. Parfait. Bon, avant de passer à la personnalité, peut-être qu'on peut s'arrêter sur un point de grammaire crucial qui découle de tout ça. L'accord des adjectifs de couleur. Ah oui. Plusieurs sources y consacrent une section, et c'est normal parce que c'est une source d'erreur assez fréquente. On imagine. La règle de base pour le placement, l'adjectif de couleur se met après le nom. Des yeux bleus, pas des bleus yeux. D'accord, ça c'est le placement, mais l'accord lui-même, c'est là que ça se complique un peu, non? C'est là qu'il y a une distinction clé, oui. Les adjectifs de couleur simples, comme bleu, vert, noir, rouge, ceux-là, ils s'accordent, en genre et en nombre, avec le nom. Une robe verte
des chaussures noires. Ok, logique. Mais, et c'est le point que nos sources soulignent vraiment comme étant un piège, les adjectifs de couleur qui sont dérivés d'un nom. Un nom de fruits, de fleurs, de pierres précieuses. Comme marron, orange, teal. Exactement. Marron, orange, noisette, cerise, olive, turquoise, émeraude. Eh bien, ceux-là sont invariables. Invariable, c'est-à-dire qu'il ne change jamais, jamais, Exactement. peu importe le nom. Exactement. Ils restent tels quels. On dira des chaussures marron, pas marronna. Des foulards orange, pas oranges. Ah, d'accord. La logique derrière, expliquée dans un article, c'est qu'on sous-entend de la couleur de ce nom. Donc, des chaussures de la couleur du marron. Ah mais oui, c'est une bonne astuce pour s'en souvenir ça. L'explication aide beaucoup. Oui, ça démystifie un peu la règle. Et pour les couleurs composées, comme bleu foncé? Même principe. Elles ont aussi en variable des chemises bleu foncé, des yeux vert clair. Les deux mots restent tels quels, pas d'accord ni pour l'un ni pour l'autre. D'accord. C'est une règle un peu technique, c'est vrai, mais la maîtriser, ça donne tout de suite une impression de correction, de maîtrise de la langue. Oui, ça fait la différence. Et pour finir sur l'apparence, juste un mot sur les vêtements peut-être. Ils font partie du tableau quand même. Bien sûr. Les sources donnent du vocabulaire comme un pantalon, une jupe, une robe, une chemise, un t-shirt, un pull, une veste, un manteau, une écharpe, un chapeau. Le verbe clé, c'est porter, hein? Elles portent souvent des robes colorées. Exactement. Voilà, je pense qu'on a une bonne base pour l'aspect physique. Mais bon, une description ne serait pas complète sans parler du caractère, de la personnalité. C'est sûr. Comment on aborde ça? La question devient, quel genre de personne est-ce? Quelle structure les sources recommandent pour y répondre? Alors, des structures simples et très efficaces, c'est quelqu'un de plus adjectif masculin. Attention, même si on parle d'une femme, la structure reste comme ça, elle est figée. Ah bon? Oui, c'est quelqu'un de généreux, même pour une femme. Ou alors, c'est une personne plus adjectif. Et là, l'adjectif s'accorde avec personne, qui est féminin. C'est une personne dynamique. D'accord. C'est bon à savoir ça pour quelqu'un d'eux. Mais parfois, on n'est pas tout à fait sûr, on veut juste donner une impression. Comment on peut nuancer? Ah, c'est un point important, oui. Pour éviter d'être trop catégorique, trop direct, on peut utiliser des verbes comme paraître, sembler, avoir l'air. Il a l'air sympathique. Elle semble un peu timide. L'expression avoir l'air de plus infinitif est aussi très utile. Il a l'air d'aimer discuter. Ou encore faire preuve de. Elle fait preuve de beaucoup de patience. C'est plus doux? Oui. Et une autre tournure assez sympa, c'est avoir un côté plus adjectif. Il a un côté artiste. Ça montre une facette sans définir toute la personne. Pas mal. Et pour l'intensité, dire que quelqu'un est très gentil ou peut-être trop bavard? Absolument. Les adverbes classiques comme très, assez, plutôt, vraiment, un peu, trop, ils sont essentiels. Elle est vraiment drôle. Et dans un registre plus informel, plus parlé, les préfixes archi, méga, super, hyper sont omniprésents, quoi. Ce type est hyper cool. Oui, on les entend partout, hein, ceux-là. Un conseil qui revient souvent dans nos sources pour rendre la description de caractère plus parlante, c'est de ne pas se contenter d'une liste d'adjectifs. Il faut les illustrer. Ah oui, comment? Par des comportements, des habitudes. Et là, les adverbes de fréquence aident beaucoup. Jamais, rarement, parfois, souvent, toujours, tout le temps. Par exemple, il est très serviable. Il propose toujours son aide. Ça montre ce que serviable veut dire concrètement. Je vois. Ou elle est plutôt discrète. Elle ne parle pas beaucoup en groupe. Oui, ça rend le trait de caractère beaucoup plus concret, plus visuel presque. Et justement, quels sont les adjectifs les plus courants que les sources proposent, pour les qualités par exemple? Alors, on trouve bien sûr gentil, sympathique ou sympa, agréable, mais aussi aimable, ça veut dire poli, affable, attentionné, quelqu'un de prévenant, chaleureux, accueillant, courageux, brave est un peu moins courant aujourd'hui, peut-être un peu vieillot, drôle ou marrante, généreux, honnête, optimiste, patient, sérieux, travailleur, ouvert d'esprit, fiable, fidèle, enfin la liste est longue. Oui, il y a de quoi faire. Et du côté des défauts ou des traits, disons plus négatifs? Là aussi, il y a du choix.
méchant, antipathique, mais aussi bavard, si ça dépasse les bornes, égoïste, impatient, paresseux, jaloux, timide, ça peut être vu négativement si c'est vraiment excessif, autoritaire, colérique ou coléreux-coléreuse, malhonnête, pessimiste, prétentieuse ou vaniteuse, susceptible, quelqu'un qui se vexe facilement, têtu ou obstiné. Ce qui est frappant, et c'est ce qu'on disait pour la corpulence tout à l'heure, c'est que le choix du mot est crucial. Une source soulignait l'importance, culturelle même, d'adoucir certains termes pour ne pas paraître brutal. Tout à fait. Préférer un peu réservé plutôt que froid, par exemple. Ou dire, disons qu'il elle a du caractère au lieu de il elle difficile. C'est une question de tact, en fait, n'est-ce pas? Exactement. C'est une compétence sociale autant qu'une compétence linguistique. Ce qui nous amène assez naturellement à un point de grammaire qui, lui aussi, est une question de précision, de correction et parfois de tact aussi. La fameuse distinction entre c'est et il est, elle est. Ah oui, le casse-tête. J'avoue que même après des années, parfois on peut hésiter. Alors, quelle est la clé de la différence? D'après cette source, le French Club. Alors, la distinction fondamentale, elle repose sur la fonction, sur ce qu'on veut faire. C'est, ça sert principalement à présenter ou identifier quelqu'un ou quelque chose pour la première fois. D'accord? Ou alors à faire un commentaire général, à donner une opinion sur quelque chose d'abstrait. Exemple, qui est-ce? C'est mon frère. Ou, regarde cette voiture, c'est une Tesla. Identification. Ok. Pour un commentaire général, le français c'est difficile. Ou, Paris c'est magnifique. Et là, point intéressant, même si Paris est féminin, l'adjectif difficile, magnifique reste au masculin singulier. Pourquoi? Parce qu'il qualifie le fait que ce soit l'idée générale, pas la ville elle-même directement dans cette structure. Ah, d'accord, c'est subtil ça. Ok pour c'est. Et il est, elle est alors. Quand est-ce qu'on les utilise? Alors, il est, elle est, on les utilise pour décrire une personne ou une chose qui est déjà identifiée. On sait de qui ou de quoi on parle. D'accord, pour ajouter une information. Voilà. Et typiquement, ils sont suivis soit par un adjectif qui qualifie directement la personne ou la chose. Mon frère, il est grand. Cette voiture, elle est rapide. Soit, et c'est là le point crucial souvent source d'erreur, par une profession, une nationalité ou une religion. Et dans ce cas, sans article. Ah, le fameux sans article. Exactement. Mon frère, il est ingénieur. Elle est italienne. Il est musulman. Pas il est un ingénieur. C'est ça qui est difficile. Beaucoup diraient, instinctivement, il est un ingénieur. Mais la source insiste, en français moderne courant, on dit il est ingénieur pour décrire sa fonction principale. Et on utiliserait c'est un ingénieur pour l'identifier ou le présenter comme tel. C'est ça, hein? C'est exactement ça. C'est un ingénieur répond à la question qui est cette personne ou quelle est sa profession. Il est ingénieur, décrit une de ses caractéristiques essentielles. La structure « il est un » existe, mais elle est très rare, très littéraire ou utilisée pour insister sur une qualité. C'est un homme politique, mais il est un honnête homme. Pour l'usage courant, c'est clair. Profession, nationalité, religion, il, elle et plus non sans article. D'accord, c'est bien noté. Et la source donnait un exemple avec l'adjectif comique qui montre bien comment le choix change complètement le sens. Tu peux nous le rappeler? Oui, c'est un excellent exemple pour illustrer la différence. Si on dit « c'est comique », on parle d'une situation qui est drôle. C'est un commentaire général sur quelque chose qui se passe. Ok. Si on dit « il est comique », là, on parle du caractère de la personne. Il est amusant, il fait rire. C'est une description de la personne. D'accord. Et si on dit « c'est un comique », là, on parle de la personne elle-même. On l'identifie comme telle. Mais souvent avec un jugement un peu négatif, un peu péjoratif. Ça veut dire qu'il n'est pas sérieux, qu'il fait un peu le clown. Incroyable. Une structure si simple, mais qui porte autant de nuances différentes. Merci, c'est beaucoup plus clair maintenant. Bon, on a maintenant pas mal d'outils, du vocabulaire pour le physique, pour le caractère, des points de grammaire clés comme l'accord des couleurs et ce fameux « c'est »,« il est ». Comment mettre tout ça en pratique de manière efficace? Les podcasts qui sont mentionnés dans nos sources, ça semble être une piste intéressante. Absolument. Plusieurs de nos sources convergent là-dessus.
Pour intégrer ce vocabulaire, ces structures, pour que ça devienne naturel, eh bien rien ne vaut l'immersion. Et les podcasts, c'est un outil formidable pour ça. Oui, c'est pratique déjà. On peut écouter partout, en faisant autre chose. C'est ça, en voiture, en faisant du sport, dans les transports. Et c'est adaptable à tous les niveaux. Il y en a pour les débutants, les intermédiaires, les avancés. Ce qui est motivant aussi, se trouve, c'est qu'on peut choisir des sujets qui nous intéressent vraiment. Et puis entendre des natifs parler, naturellement, avec leur tic de langage, leur rythme. C'est irréplaçable pour l'oreille, non? Tout à fait. L'exposition régulière à la langue parlée, telle qu'elle est vraiment parlée, ça aide énormément à assimiler le rythme, l'intonation et bien sûr le vocabulaire en contexte. La source Preply, par exemple, suggère quelques pistes concrètes. Pour les débutants, Louis French Lessons ou French Blabla. Pour un niveau intermédiaire, il mentionne News in Slow French, l'actualité mais ralentie. C'est très utile, mais il y a une partie payante, je crois. Oui, c'est ça. Plus accessible, il y a le journal en français facile de RFI. Ça, c'est excellent. Un format court, quotidien, avec la transcription disponible en plus. Tout à fait. On trouve aussi One Thing in French a Day, des petites chroniques du quotidien assez courtes, ou même, pour varier, Easy French Poetry, qui explore la culture via des poèmes classiques expliqués. Sympa. Et pour les plus avancés, il y a des podcasts narratifs comme 1940, Winston devient Churchill sur l'histoire, ou plus culturels comme Nova Bookbox sur la littérature. L'important, comme le suggèrent les sources, c'est de trouver ce qui nous accroche personnellement, ce qui nous motive. C'est exactement ça. L'écoute, même si elle est passive au début, puis de plus en plus active, c'est une stratégie clé que nos lectures recommandent pour vraiment internaliser la langue de manière durable. Bon, eh bien, nous voici arrivés au terme de notre exploration d'aujourd'hui. On a parcouru pas mal de terrain, quand même. Du vocabulaire détaillé pour peindre un portrait physique, psychologique, jusqu'où subtilité grammaticale comme l'accord des adjectifs de couleur, ou ce choix entre « c'est » et « il est ». Et on a vu comment des outils comme les podcasts peuvent aider à intégrer tout ça. Et pour vraiment faire vivre ces descriptions, peut-être un dernier conseil, qui est une synthèse de nos sources, il faut penser à varier le vocabulaire, utiliser des synonymes pour ne pas toujours dire la même chose, utiliser des modalisateurs comme avoir l'air de, sembler, trouver que. Oui. Illustrer par des exemples concrets, des petites anecdotes qui montrent le trait de caractère en action. Et puis ne pas hésiter à utiliser des comparaisons, ça rend la langue plus imagée. Rusé comme un renard, doux comme un agneau, joli comme un cœur. Très juste. Tout cela nous amène peut-être à une question finale, une réflexion pour la route. On a vu que choisir ces mots pour décrire, ce n'est pas anodin. Que ce soit pour adoucir un défaut ou exprimer une admiration. Alors, au-delà de la simple transmission d'informations, dans quelle mesure nos descriptions ne sont-elles pas aussi, et peut-être surtout, un miroir de nous-mêmes ? Un miroir de nos valeurs, de nos préjugés peut-être, de notre relation à l'autre. C'est une question profonde, oui. Est-ce que la description vraiment objective existe? Ou est-ce que chaque portrait qu'on brosse est inévitablement teinté par notre propre palette intérieure, par notre propre regard? Exactement. C'est quelque chose à méditer, je crois, la prochaine fois qu'on écoutera quelqu'un décrire une personne ou qu'on le fera soi-même.